J'ai eu tort de t'épouser, a dit mon mari en plein dîner. Puis il a exigé que je lui rende l'alliance. Et m'a mise à la porte. Je la lui ai rendue, j'ai fait mes affaires et je suis partie. Le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose chez lui. J'y suis retournée. Je suis entrée. Et j'ai vu. J'ai eu tort de t'épouser. Mon mari, Jean-Pierre, a prononcé ces mots calmement, à table, comme s'il commentait la météo. Puis il a tendu la main et a demandé que je lui rende l'alliance. Je la lui ai donnée. Je suis partie sans un mot. Mais le lendemain, quand je suis revenue chercher quelque chose que j'avais oublié, j'ai compris que ce n'était pas moi qui avais tout perdu. Il n'a pas haussé le ton. C'est la première chose que j'ai remarquée. Il n'y avait ni colère, ni tension dans ses épaules, ni hésitation dans la façon dont il soutenait mon regard. Au contraire, il émanait de lui un calme étrange, celui d'un homme qui avait déjà répété cette scène, peut-être plus d'une fois, et qui s'était accoutumé à son dénouement. J'ai eu tort de t'épouser. Il l'a dit avec cette sorte de certitude tranquille qui n'invite à aucune question, aucune discussion, pas même une dispute, juste une déclaration posée à plat sur la table entre nous, à côté de 2 assiettes intactes et d'une bouteille de Bourgogne qu'il avait ouverte mais pas encore servie. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai cligné lentement des yeux, cherchant sur son visage le moindre soupçon d'ironie, de regret ou même de cruauté, mais il n'y avait rien. Juste de la distance. Pardon, ai-je demandé, ma voix ferme, bien que quelque chose au plus profond de moi ait déjà commencé à vaciller. Il s'est légèrement adossé à sa chaise, expirant comme s'il était soulagé de le dire enfin à voix haute. J'aurais dû y réfléchir plus attentivement, a-t-il poursuivi. Ce mariage, ça n'a pas de sens. Plus maintenant. Les mots sont restés en suspens plus longtemps qu'ils n'auraient dû. J'ai croisé les mains sur mes genoux, me forçant à rester immobile. Et quand es-tu arrivé à cette conclusion ? Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de ça, il a pris son verre, s'est rendu compte qu'il était vide et l'a reposé. Un petit geste anodin, mais qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas impulsif. C'était planifié. Est-ce que ça a de l'importance, a-t-il finalement dit, évitant mon regard pour la première fois. Oui, ai-je répondu doucement. Ça en a, il a secoué la tête avec un léger dédain. Écoute, je ne veux pas faire traîner les choses. J'ai déjà parlé à un avocat. Ce serait plus simple si nous réglions ça rapidement et proprement. Un avocat, bien sûr. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la douleur, pas encore, mais quelque chose de plus vif. De la reconnaissance, peut-être, comme si je voyais la dernière pièce d'un puzzle que je ne savais pas être en train de résoudre. Et tu me dis ça maintenant, ai-je demandé, pendant le dîner ? Ça semblait être le bon moment. Le bon moment. J'ai failli sourire. Au lieu de ça, je l'ai étudié plus attentivement, la chemise repassée, les cheveux bien coiffés, le calme délibéré. Il n'était pas seulement préparé, il était confiant. Trop confiant. C'est à ce moment-là qu'il a tendu la main sur la table. Ton alliance, a-t-il dit. Juste comme ça. Sans hésitation, sans émotion. Juste une demande, comme s'il me réclamait les clés de sa voiture. Pendant une brève seconde, mes doigts se sont crispés sur le bord de la table. Pas à cause de l'alliance elle-même, mais de ce qu'elle représentait. Pas l'amour, plus maintenant, mais le temps, l'investissement, la confiance, et la facilité avec laquelle il semblait prêt à tout reprendre. J'ai baissé les yeux vers ma main. Le diamant captait la lumière du plafonnier, projetant un éclat doux et familier que j'avais autrefois trouvé réconfortant. Maintenant, il semblait insignifiant. Sans un mot, j'ai retiré l'alliance de mon doigt, je l'ai placée dans sa paume et j'ai refermé sa main dessus. Il ne m'a pas remercié. Bien sûr que non. J'ai reculé lentement ma chaise et je me suis levée, lissant le devant de mon chemisier par habitude plus que par nécessité. Mes mouvements étaient contrôlés, délibérés. Je refusais de lui donner quoi que ce soit d'autre. Ni confusion, ni colère, ni même la satisfaction de me voir m'effondrer.
Si tu as déjà parlé à un avocat, ai-je dit en prenant mon sac, alors je suppose que tu as déjà tout décidé. C'est simple, a-t-il répondu. On divisera les choses selon l'accord. L'accord? Notre contrat de mariage, signé il y a 3 ans par une matinée ensoleillée qui semblait maintenant étrangement lointaine. Bien sûr, ai-je dit doucement. Il m'a observé un instant, comme s'il attendait quelque chose de plus. Une réaction peut-être, une protestation, mais je ne lui ai rien donné. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. Amélie, a-t-il appelé derrière moi. Je me suis arrêtée, mais sans me retourner. Je pense que c'est mieux ainsi, a-t-il ajouté. Mieux ainsi. J'ai hoché la tête une fois, bien qu'il ne pût pas le voir. Puis je suis sortie dans la nuit. L'air extérieur était plus frais que prévu, portant le parfum léger d'une pluie qui n'était pas encore tombée. Je suis restée un moment sur le perron, m'habituant au silence, à l'absence soudaine de sa présence derrière moi. C'était étrange de voir à quelle vitesse tout pouvait se terminer. Pas avec une dispute, pas avec une tempête, mais avec une phrase. Je suis allée à ma voiture, j'ai posé mon sac sur le siège passager et je me suis assise au volant sans démarrer le moteur. Mes mains reposaient légèrement sur le volant, immobile. Je ne pleurais pas. Ça m'a surprise. Au lieu de cela, mon esprit rejouait la soirée en fragments silencieux. Le calme dans sa voix. L'avocat, l'alliance, la confiance. Trop confiant. Je me suis adossée à mon siège, fermant brièvement les yeux. Quelque chose clochait. Pas le divorce lui-même. Je pouvais accepter que les gens changent, que les mariages se terminent. Mais la façon dont il avait géré ça, la précision, le timing, tout semblait coordonné, comme si j'étais entrée dans une scène qui avait été soigneusement arrangée sans moi. J'ai rouvert les yeux, fixant la rue sombre à travers le pare-brise. Notre maison, sa maison, maintenant, se tenait derrière moi, toujours éclairée de l'intérieur. La même lueur chaude qu'elle avait toujours eue, les mêmes fenêtres, le même calme. Mais quelque chose à l'intérieur avait changé. Je pouvais le sentir. J'ai démarré le moteur et je me suis éloignée, sans regarder en arrière. J'ai passé la nuit dans un petit hôtel de la presqu'île, un de ces endroits qui essaient de paraître plus chers qu'ils ne le sont vraiment. Le genre de décoration neutre et d'éclairage tamisé conçu pour que tout semble temporaire, ce qui, je suppose, était approprié. Je n'ai pas beaucoup dormi, non pas parce que j'étais bouleversée, mais parce que mes pensées refusaient de se calmer. Elles tournaient en cercle lent et délibéré, revenant sans cesse au même point. Il avait planifié ça. La question était depuis combien de temps? Le lendemain matin, debout près de la fenêtre de la chambre d'hôtel, j'observais le trafic matinal s'intensifier en bas. C'est là que ça m'a frappé. Pas comme un choc, mais comme une prise de conscience tranquille qui attendait patiemment que je la remarque. Mon ordinateur portable. Je l'avais laissé dans le bureau. Pas n'importe quel ordinateur, mon ordinateur professionnel, celui connecté à plusieurs comptes partagés. Celui qui contenait des documents, des dossiers, des accès, des choses importantes. Je me suis redressée lentement, attrapant mon téléphone. Un instant, j'ai envisagé de l'appeler. Puis je me suis arrêtée. Non. Ce ne serait pas nécessaire. J'ai enfilé mon manteau, pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Quand je suis arrivée dans l'allée, la maison semblait exactement comme je l'avais laissée. Toujours silencieuse, inchangée. Je suis sortie de la voiture et je me suis approchée de la porte d'entrée, mes talons résonnant faiblement sur le béton. La porte n'était pas complètement fermée, juste légèrement entr'ouverte. J'ai froncé les sourcils, la poussant lentement. Bonjour, ai-je appelé en entrant. Pas de réponse. La maison était silencieuse, mais pas vide. Je l'ai senti immédiatement. Quelque chose était différent, quelque chose de subtil, mais indéniable. J'ai avancé, mon regard balayant l'espace familier avec une nouvelle attention. Et puis je l'ai vu. Pas ce à quoi je m'attendais. Pas mon ordinateur. Autre chose. Quelque chose qui n'avait rien à faire là. J'ai fait un pas de plus. Ma respiration ralentissant,
mon esprit s'aiguisant. Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas seulement oublié quelque chose. J'étais revenu sur les lieux de quelque chose que je n'étais jamais censé voir. Ce sont les chaussures qui m'ont arrêté. Une paire d'escarpins, couleur chair, à talons moyens, soigneusement placés à côté du banc de l'entrée, légèrement tournés vers l'intérieur, comme si leur propriétaire s'en était déchaussé avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui sait exactement où est sa place. Ce n'étaient pas les miens. Je suis resté là une seconde de trop, le regard fixé sur eux, mon esprit refusant de s'emballer. Il aurait été facile, trop facile de sauter aux conclusions. Mais je n'avais jamais été du genre à réagir sans réfléchir, et je n'allais pas commencer maintenant. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont ces chaussures étaient posées là, imperturbables, délibérées, qui rendait l'air de la pièce plus lourd. Je suis entré et j'ai fermé doucement la porte derrière moi, le loquet s'enclenchant avec une finalité feutrée. « Bonjour », ai-je appelé de nouveau. Pas de réponse. Mais cette fois, je n'en attendais pas. La maison contenait un silence différent maintenant, non pas vide, mais occupé, habité, changé. J'ai traversé lentement l'entrée pour arriver dans le salon, mes yeux s'habituant aux petites différences que je n'avais pas remarquées au premier abord. Un plaid drapé sur le bras du canapé, que je ne reconnaissais pas. Un verre sur la table basse avec une légère trace de rouge à lèvres sur le bord. Des choses subtiles, des choses intentionnelles. Je n'ai pas cessé de marcher. Au lieu de cela, je me suis tourné vers le couloir qui menait à la chambre. Ma chambre, du moins, elle l'avait été. La porte était légèrement ouverte. Je l'ai poussée plus largement avec 2 doigts. Et puis j'ai compris. La porte du placard était entr'ouverte, et à l'intérieur, mes vêtements avaient été déplacés, poussés sur un côté, comme s'ils étaient un inconvénient plutôt que des biens personnels. À leur place, une nouvelle série de vêtements était suspendue, soigneusement arrangés avec un soin indubitablement féminin. Des tissus doux, des tons neutres, familiers, trop familiers. Ma poitrine s'est serrée, non pas de chagrin, mais de reconnaissance. Je me suis approché, tendant la main et effleurant du bout des doigts l'un des chemisiers. Je l'avais déjà vu, pas ici, ailleurs. Et puis ça a fait tilt. Sophie, ma sœur cadette. La prise de conscience ne m'a pas frappée comme une vague. Elle s'est installée, froide et précise. Je me suis redressé lentement, mon regard parcourant à nouveau la pièce, notant les détails que j'aurais pu ignorer autrement, la valise ouverte sur le lit, à moitié déballée, une paire de boucles d'oreilles sur la table de chevet que je savais lui avoir offerte à Noël dernier. Il n'y avait aucun doute, Sophie était ici, vivant ici, à ma place. J'ai laissé échapper un souffle calme, me stabilisant, non pas parce que j'étais sur le point de m'effondrer, mais parce que j'avais besoin de clarté. L'émotion viendrait plus tard. La compréhension d'abord. Un léger bruit est venu du fond du couloir. Des voix. Je me suis figé, non par peur, mais par instinct. Ils étaient dans la cuisine. Je pouvais entendre le tintement d'un verre, le faible murmure d'une conversation suivie d'un rire. Son rire. Impossible de se tromper. J'ai agi sans réfléchir, reculant dans le couloir, mais pas silencieux sur le parquet. L'angle du mur me donnait juste assez de couverture pour rester invisible tout en étant assez proche pour entendre. Je ne suis pas entré dans la pièce. Je n'en avais pas besoin. Je t'avais dit qu'elle ne ferait pas de scène, dit la voix de mon mari, détendue, presque amusée. Elle est prévisible comme ça. Une pause. Puis la voix de Sophie, plus légère mais avec une pointe plus acérée. Tu as de la chance qu'elle n'ait rien remis en question. La plupart des gens l'auraient fait. Elle fait confiance trop facilement, a-t-il répondu. Ça a toujours été le cas. J'ai senti mes doigts se crisper légèrement le long de mon corps, pas de colère. De concentration. C'était ça. Le changement. Ce n'était plus une question d'émotion. C'était une question d'information. Et les comptes, demanda Sophie. As-tu tout déplacé? Presque, dit-il. J'ai commencé le mois dernier. J'avais juste besoin qu'elle quitte la maison avant de finir le reste. Le mois dernier.
Voilà donc la chronologie. Tu aurais dû le faire plus tôt, dit-elle. Avant même le contrat de mariage. Il n'aurait pas tenu, a-t-il répondu. Pas sans soulever des questions. Comme ça, c'est plus propre. Plus propre? Je me suis légèrement penchée vers le mur, tous mes sens en éveil. Alors, une fois que tout est transféré, insista Sophie. On dépose la demande, dit-il. Rapide, simple. Elle repart avec ce qui est stipulé, rien de plus. Et elle ne sait pas. Une petite pause, puis une réponse calme et confiante. Elle ne sait rien. J'ai fermé les yeux une brève seconde, non de douleur, mais de reconnaissance. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une trahison née de la faiblesse ou de l'impulsion. C'était une stratégie, planifiée, exécutée, et j'avais été la variable qu'il pensait avoir déjà éliminée. J'ai rouvert les yeux, stable. Sophie rit doucement. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point c'était facile. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir, dit-il. Elle n'a jamais cherché plus loin. J'ai presque souri, car c'est là qu'il se trompait. J'ai lentement sorti mon téléphone de mon sac. Mes mouvements étaient prudents, précis. Je ne me suis pas précipitée. L'écran s'est allumé brièvement avant que je ne baisse la luminosité, passant en mode enregistrement. L'audio d'abord. Puis, ajustant légèrement ma position, je l'ai incliné juste assez pour capturer le bord de la cuisine, leur silhouette visible à travers l'ouverture, indistincte mais reconnaissable. Je n'avais pas besoin de leur visage. J'avais besoin de leur voix, de leurs mots. Et après le transfert, demanda à nouveau Sophie. On consolide, dit-il. On met tout dans la nouvelle structure. C'est plus propre comme ça, moins traçable. Moins traçable. Voilà l'expression qui comptait, celle qui resterait plus longtemps que tout ce qu'ils avaient dit d'autre. J'ai laissé l'enregistrement continuer pendant quelques secondes de plus, assez longtemps pour capturer le rythme de leur certitude, l'aisance avec laquelle ils parlaient de démanteler ma vie. Puis j'ai arrêté, prudemment, silencieusement. J'ai glissé le téléphone dans mon sac. J'avais assez entendu, assez vu, plus qu'assez. J'ai reculé, revenant lentement sur mes pas dans le couloir, passant devant la chambre qui ne me semblait plus être la mienne, devant le salon avec ses réaménagements discrets, jusqu'à ce que j'atteigne à nouveau la porte d'entrée. Ma main est restée un instant sur la poignée, non pas par hésitation, mais par réflexion. Je pourrais entrer, les confronter, exiger des réponses, mais cela leur donnerait quelque chose qu'ils ne méritaient pas. Un avertissement? Non. J'ai ouvert la porte et je suis sortie, la refermant derrière moi avec le même soin silencieux que j'avais mis en entrant. La lumière du soleil semblait différente maintenant, plus vive, plus nette, plus claire. Je suis retournée à ma voiture, chaque pas mesuré, délibéré, non pas parce que j'essayais de me contenir, mais parce que j'étais déjà entière. Assise à nouveau au volant, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. L'enregistrement était là, non édité, non filtré. La vérité capturée dans leurs propres mots. J'ai fixé l'écran un instant, puis je l'ai verrouillé, j'ai démarré le moteur et, pour la première fois depuis la veille, je me suis permis une petite respiration contrôlée. Ils pensaient que j'étais partie les mains vides. Ils pensaient que je n'avais rien emporté avec moi. Mais ils avaient tort. J'avais pris tout ce qui comptait, et ils ne le savaient même pas encore. Je ne suis pas retournée à l'hôtel. Pas tout de suite. Au lieu de cela, j'ai conduit lentement au début, puis avec plus de détermination, jusqu'à ce que la ville se transforme autour de moi, passant des rues résidentielles calmes au rythme constant du centre. Feux de circulation, passages piétons, des gens vacants à leurs occupations comme si rien n'avait changé. Comme si ma vie ne venait pas d'être démantelée dans une cuisine que j'appelais autrefois la mienne. Je me suis garée dans un parking souterrain à 2 rues de mon immeuble de bureau et je suis restée là un moment, le moteur toujours en marche, les mains posées légèrement sur le volant. L'enregistrement était toujours sur mon téléphone, intact, non partagé, mais il était réel. C'est ce qui importait. J'ai coupé le contact, pris mon sac et je suis sortie de la voiture. L'air portait le bourdonnement habituel de la ville. Sirènes lointaines, bruit de pas sur le béton,
le faible murmure des conversations se fondant dans le bruit de fond. Normal, prévisible. J'en avais besoin. À l'intérieur du bâtiment, tout était exactement comme je l'avais laissé la veille. La réceptionniste a souri en me voyant passer, m'adressant un salut poli. J'ai répondu sans réfléchir. Mes talons claquaient doucement sur le sol poli alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton du 12e étage. Mon étage, mon espace, l'une des rares choses qui m'appartenaient encore. Quand les portes se sont ouvertes, je suis allé directement à mon bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis permis d'expirer complètement la tension que j'avais retenue, pour la laisser se transformer en quelque chose de plus concentré, de contrôlé. J'ai posé mon sac sur le bureau et j'ai sorti mon téléphone, le plaçant soigneusement devant moi. Pendant quelques secondes, je l'ai juste regardé. Puis j'ai déverrouillé l'écran et j'ai lancé l'enregistrement. Leurs voix ont de nouveau rempli la pièce, claires, sans méfiance, confiantes. Elle ne sait rien, moins traçable. Je l'ai laissé jouer une fois, puis une deuxième, en écoutant non pas l'émotion, mais les détails, les noms, le timing, l'intention. Tout ce dont j'avais besoin était là. Quand il s'est terminé, je ne l'ai pas réécouté une troisième fois. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, mon backup, pas celui que j'avais laissé derrière moi, et je me suis connecté à mes emails. Il y avait un nom que je n'avais pas encore contacté. Une personne qui devait entendre ça avant tout le monde. Maître Levin, mon avocat. Je l'avais engagé des années auparavant, pas pour quelque chose de dramatique, mais pour des affaires de routine, des contrats, des accords commerciaux, le genre de travail juridique qui se fait rarement remarquer jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Il était précis, discret, plus important encore, il ne manquait rien. J'ai composé un court message. Pas d'émotion, pas d'explication, juste des faits. Maître Levin, j'ai besoin de vous parler aujourd'hui. Urgent. J'ai des preuves concernant une potentielle malversation financière et un divorce en instance. Je préférerais en discuter en personne. Amélie. J'ai joint l'enregistrement. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Il a appelé dans les 10 minutes. Amélie. Sa voix était ferme mais plus vive que d'habitude. Êtes-vous dans un endroit privé? Oui. J'ai écouté le fichier, a-t-il dit. Nous devons nous voir maintenant. Je suis au bureau. J'y serai dans 30 minutes. Il est arrivé en 25. Pas de bavardage, pas de questions inutiles. Juste un bref hochement de tête en entrant dans mon bureau et en fermant la porte derrière lui. Rejouez-le, a-t-il dit. Je l'ai fait. Cette fois, j'ai observé son expression au lieu d'écouter les mots. Le léger resserrement autour de ses yeux, la façon dont il s'est penché juste assez pour saisir chaque détail. Quand l'enregistrement s'est terminé, il s'est adossé à la chaise en face de moi, silencieux un moment. Puis, c'est significatif. Pas dramatique, pas exagéré, juste précis. Qu'est-ce que ça nous donne, ai-je demandé. Il a joint ses mains, réfléchissant. Potentiellement, a-t-il dit, beaucoup. Il s'est de nouveau penché en avant, son ton devenant plus analytique. Premièrement, il y a l'aveu d'intention, déplacer des actifs en prévision du divorce dans le but de limiter votre part. Cela seul peut être problématique en fonction de la manière dont cela a été fait et du contrat de mariage. J'ai demandé, cela dépend. Les contrats de mariage sont exécutoires, a-t-il répondu, mais ils ne sont pas absolus. S'il y a eu une non-divulgation matérielle, si une partie a dissimulé des informations financières importantes au moment de la signature, il peut être contesté. J'ai repensé à la conversation dans la cuisine. Elle n'a jamais su ce que tu avais caché quand elle a signé. C'est exactement ce que j'ai entendu, ai-je dit. Il a hoché la tête. Alors nous avons une piste. Et l'enregistrement, ai-je demandé, est-il utilisable? Il n'a pas hésité. Cela dépend de la juridiction, mais étant donné l'endroit où cela s'est produit, le consentement d'une seule partie s'applique. Vous faisiez partie de l'environnement, vous n'avez pas intercepté illégalement une communication privée. Donc, il est recevable.
Il est assez recevable pour compter, a-t-il dit. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis légèrement adossé. Les pièces s'assemblaient dans mon esprit. Il pense que je ne sais rien, ai-je dit. Il a esquissé un léger sourire, presque sans humour. C'est leur première erreur. Et leur deuxième, ai-je demandé. Ils l'ont dit à voix haute. Le reste de la réunion s'est déroulé rapidement, efficacement. Nous avons défini des étapes, pas des réactions émotionnelles, pas des confrontations, mais des actions. Mesurées, stratégiques. Ne le contactez pas, a dit maître Levin. Ne les confrontez ni l'un ni l'autre. Laissez-les continuer exactement comme ils sont. Pourquoi ? Parce que plus ils se sentiront à l'aise, a-t-il répondu, plus ils en révéleront. C'était logique. Et pendant ce temps, nous commençons à rassembler les dossiers, a-t-il dit. Relevé bancaire, historique de compte, toutes les plateformes financières partagées. Si des actifs ont été déplacés, il y aura une trace. Il y a toujours une trace, ai-je dit. Exactement. En fin d'après-midi, j'avais accès à tout ce dont j'avais besoin. Des comptes partagés que je n'avais pas consultés depuis des mois. Des historiques de transactions que je n'avais jamais remis en question auparavant. À première vue, tout semblait normal. Mais ensuite, des schémas, de petits transferts, des timings inhabituels. Des montants juste assez importants pour compter, mais pas assez pour attirer une attention immédiate. Malin, mais pas invisible. J'ai tout transmis à maître Levin. Moins d'une heure plus tard, il a répondu. Cela correspond à ce que nous avons entendu. Continuez. Le soir, j'avais une chronologie. Pas complète, mais suffisante. Il avait commencé à déplacer des actifs des semaines avant le dîner, avant la conversation, avant l'alliance, ce qui signifiait une chose. La décision avait été prise bien avant qu'il ne la formule à voix haute. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Il n'y avait pas de colère en moi, pas le genre de colère que les gens attendent. Ce que je ressentais était quelque chose de plus calme, de plus vif, la clarté. Il avait tout planifié, chaque étape, chaque détail. Il avait cru être en contrôle. Et pendant un certain temps, il l'avait été. Mais cela avait changé. Pas quand j'ai quitté la maison. Pas quand j'ai entendu leur voix. Mais au moment où j'ai choisi de ne pas réagir, au moment où j'ai décidé d'écouter au lieu de parler, c'est là que tout a basculé. J'ai repris mon téléphone, jetant un dernier coup d'œil à l'enregistrement avant de verrouiller l'écran. Il pensait que le silence signifiait la faiblesse. Que partir signifiait se rendre. Ils avaient tort. Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, est une arme. Au moment où il a déposé la demande de divorce, je savais déjà ce qui allait arriver. Pas tous les détails, il était prudent, je lui accorde ça, mais assez pour comprendre la structure de son plan, son rythme, les hypothèses silencieuses qu'il avait intégrées à chaque étape. Il croyait que le processus serait rapide, contrôlé, presque administratif, quelques signatures, quelques lignes négociées, puis la clôture. Il croyait que j'obtempérerais. Les documents sont arrivés un mardi matin gris, livrés à mon bureau dans une fine enveloppe professionnelle portant le nom d'un cabinet que je connaissais mais avec lequel je n'avais jamais travaillé. C'était complet, organisé, d'un ton confiant. La requête citait des différends irréconciliables, faisait référence au contrat de mariage avec une sorte d'autorité tranquille, et exposait une division des biens qui, à première vue, semblait nette. Trop nette. J'ai lu chaque page lentement, sans rien noter, sans rien laisser paraître, laissant le langage se mettre en place. Il n'y avait pas de surprise car j'en avais déjà vu le cadre dans leur conversation. Mais il y avait des confirmations, des dates, des clauses, des hypothèses sur des comptes qui ne reflétaient plus la réalité, des hypothèses qui reposaient sur mon ignorance. J'ai refermé le dossier et je l'ai mis de côté. Mon expression inchangée, ma respiration régulière. Puis j'ai appelé maître Levin. Ils ont déposé la demande, ai-je dit. Je m'y attendais, a-t-il répondu. Nous sommes prêts. Prêts ?
C'était un mot étrange étant donné le peu de temps qui s'était écoulé depuis ce dîner, et pourtant il semblait juste. Pas parce que je m'étais précipitée, mais parce que j'avais refusé de perdre du temps à réagir. Prochaine étape, ai-je demandé. Nous répondons, a-t-il dit, formellement, et nous demandons une médiation. Ce sera notre premier environnement contrôlé. Contrôlé. C'était important. La médiation a été fixée à la semaine suivante. Bureau neutre, table neutre, ton neutre. Rien dans tout cela ne semblait neutre. Il est arrivé le premier. Bien sûr. Je l'ai vu à travers la vitre en entrant dans le bâtiment, debout près de la porte de la salle de conférence, parlant à voix basse avec son avocat. Il avait exactement la même apparence que ce soir-là, posé, délibéré, avec cette confiance qu'ont les hommes quand ils croient avoir déjà obtenu le résultat escompté. Un instant, il a levé les yeux et m'a vu. Il y a eu une lueur. Pas de la peur, pas même de l'inquiétude, juste de la surprise, brève, contenue. Puis elle a disparu. Je suis passé devant lui sans ralentir, sans un regard, et je suis entré dans la salle. Maître Levin était déjà à l'intérieur, examinant des documents, sa présence aussi stable que jamais. Il a levé les yeux quand j'ai pris place, m'a fait un petit signe de tête et est retourné à ses notes. Pas de questions, pas de réconfort. Nous n'en avions pas besoin. Quand ils nous ont rejoints, les présentations ont été minimales, le ton professionnel. La médiatrice, une femme d'une 50aine d'années à la voix calme et exercée, a exposé la structure de la séance, insistant sur la coopération, la résolution, l'efficacité. Des mots qui sonnaient bien sur le papier. En réalité, c'était une négociation. Et les négociations, par définition, ne sont pas égales. Pas quand une partie pense détenir toutes les informations. Il a parlé le premier. Je pense que nous pouvons rester simples, a-t-il dit, sa voix mesurée, sa posture détendue. Nous nous sommes déjà mis d'accord sur le cadre. Le contrat de mariage expose tout clairement. Il a fait glisser un dossier sur la table vers la médiatrice, qui y a jeté un bref coup d'œil avant de tourner son attention vers moi. Amélie, dit-elle doucement. Avez-vous eu l'occasion d'examiner les termes proposés? Oui, ai-je répondu. Et qu'en pensez-vous? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon propre dossier, fin, sans prétention, et je l'ai posé sur la table devant moi. Pas comme un geste, pas comme une déclaration, juste un fait. Je pense, ai-je finalement dit, que le cadre est incomplet. Une pause. Subtile, mais perceptible. De quelle manière, a demandé son avocat. J'ai regardé Maître Levin. Il a hoché la tête une fois. C'était suffisant. Il y a des actifs qui n'ont pas été divulgués, ai-je dit. Des transferts qui ont été effectués avant le dépôt de la demande, des comptes qui ont été restructurés sans consentement mutuel. L'atmosphère de la pièce a changé, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment. Son expression n'a pas changé immédiatement, mais il y a eu un raidissement sur les bords, un recalcul qui se faisait derrière ses yeux. Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence, a-t-il dit, la première pointe de résistance entrant dans sa voix. Bien sûr que non. Vous le serez, a répondu calmement Maître Levin. Il a sorti de sa mallette une série de documents organisés, avec des onglets, précis, et les a placés devant la médiatrice. Historique de transactions, a-t-il dit. Relevé de compte, une chronologie des mouvements d'actifs au cours des 6 dernières semaines. 6 semaines. La même chronologie que j'avais reconstituée. La même chronologie qu'il pensait que j'ignorais. La médiatrice a parcouru la première page. Son expression neutre mais concentrée. Cela semble montrer un schéma, a-t-elle dit lentement. En effet, a confirmé Maître Levin. Un qui suggère un transfert prémédité d'actifs matrimoniaux en prévision du divorce avec l'intention de limiter la distribution équitable. Les mots ont atterri exactement comme ils le devaient, soigneusement, délibérément. Il s'est penché en avant maintenant, le calme commençant à se fissurer, pas extérieurement, mais de ces petites manières qui comptent. Ce sont des ajustements financiers de routine, a-t-il dit. Rien d'incorrect.
Alors vous n'aurez aucun problème à les clarifier, a répondu maître Levin. Silence, bref, mais révélateur. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et je l'ai posé sur la table. Pas de manière agressive, pas de manière théâtrale, juste présent. Il y a aussi ceci, ai-je dit. Ses yeux se sont tournés vers l'appareil, puis vers moi. Qu'est-ce que c'est, a demandé son avocat. Un enregistrement, ai-je dit. Pas d'élaboration, pas d'explication, juste le mot. La médiatrice a regardé entre nous, sa posture se redressant légèrement. Amélie, dit-elle prudemment. Si vous avez l'intention de présenter de nouvelles preuves, nous devrons les examiner. Vous le ferez, ai-je dit, croisant son regard, dans le cadre approprié. Pas ici. Pas encore. La voix de maître Levin a suivi, douce et contrôlée. Nous pensons qu'il serait prudent de déplacer cette discussion vers des procédures formelles. Il y a des indications à la fois de non-divulgation financière au moment du contrat de mariage et d'une potentielle conduite de mauvaise foi dans la gestion des actifs matrimoniaux. La pièce est devenue silencieuse, complètement silencieuse. Pour la première fois depuis que j'étais entrée, il n'a rien dit. Pas de déni, pas de dérobade, juste le silence. Et dans ce silence, tout a basculé. Pas bruyamment, pas visiblement, mais de façon permanente. La médiatrice a fermé le dossier devant elle, son expression maintenant plus sérieuse qu'auparavant. Je pense, a-t-elle dit, choisissant ses mots avec soin, qu'un examen plus approfondi est nécessaire avant de procéder à tout accord. Une manière polie de dire, ce n'est plus simple. Nous nous sommes levés peu de temps après. Pas de résolution, pas d'accord, mais quelque chose de bien plus précieux, un avantage. En rassemblant mes affaires, j'ai de nouveau senti son regard sur moi. Cette fois, non pas avec confiance, mais avec autre chose. De l'incertitude. Une question qu'il n'avait pas encore formulée. Je n'y ai pas répondu. Je ne l'ai pas regardé. Je suis simplement passé devant de la même manière que j'étais entré. Calme, contrôlé, intact. Dehors, l'air semblait à nouveau différent. Ni plus léger, ni plus lourd, juste clair. Maître Levin s'est approché de moi, ajustant son manteau. Ça s'est bien passé, a-t-il dit. Ça s'est passé exactement comme il le fallait, ai-je répondu. Il m'a jeté un coup d'œil, une légère nuance d'approbation dans son expression. Vous n'avez pas abattu vos cartes. Pas encore. Il a hoché la tête une fois. Bien. Je suis resté là un moment de plus, regardant la circulation passer, le monde continuant comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé, pas seulement l'affaire, pas seulement l'issue, mais l'équilibre. Il avait cru être en contrôle, que le plan était le sien, que la fin était déjà écrite. Mais les plans, aussi soigneusement construits soient-ils, échouent lorsqu'une variable change, et j'avais changé, silencieusement, complètement. Il pensait qu'il me prenait tout. Mais ce qu'il avait réellement fait, c'était me montrer exactement par où commencer. Les semaines qui suivirent furent plus calmes que je ne l'avais prévu. Pas plus faciles. Il n'y avait rien de facile à démanteler une vie à laquelle on avait cru, mais plus calme d'une manière qui semblait délibérée. Comme si tout ce qui avait été autrefois bruyant, l'émotion, l'attente, l'illusion s'était décanté en quelque chose de plus clair, de plus précis. Les processus juridiques ont leur propre rythme, délai, dépôt, réponse. Il y a très peu de place pour le drame tel que les gens l'imaginent. Pas de voix qui s'élèvent dans des salles d'audience résonnantes, pas d'aveu soudain fait sous des lumières vives. Au lieu de cela, il y a des documents soigneusement rédigés, stratégiquement chronométrés, et l'accumulation constante de la vérité. C'est là que le véritable changement s'est produit. Pas en un seul instant, mais dans une série de petites corrections indéniables. Les dossiers financiers ont d'abord raconté leur histoire. Les transferts qui avaient semblé subtils apparaissaient maintenant délibérés lorsqu'ils étaient vus en séquence. Les comptes qui avaient été discrètement restructurés ont commencé à former un schéma impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement un mouvement. C'était une intention. Et l'intention, lorsqu'elle est documentée, a du poids. Maître Levin a construit le dossier méthodiquement, pièce par pièce, sans jamais se presser, sans jamais exagérer.
Il n'en avait pas besoin. Les preuves parlaient assez clairement d'elles-mêmes. Lorsque la question du contrat de mariage a été soulevée, le ton a de nouveau changé. Pas rejeté, mais remis en question. Il y avait des divergences, des omissions qui, prises isolément, auraient pu sembler insignifiantes, mais qui, ensemble, suggéraient tout autre chose, des divulgations financières incomplètes, des actifs qui n'avaient pas été entièrement déclarés, pas une fraude spectaculaire, mais assez. Assez pour compter. L'enregistrement est resté là où il devait être, en réserve, non pas caché, mais pas révélé prématurément. Sa valeur ne résidait pas dans le choc. Elle résidait dans la confirmation et le timing. Lorsque la date d'audience au tribunal a été fixée, cela ressemblait moins à une confrontation qu'à une conclusion qui se dessinait depuis un certain temps. Il est arrivé de la même manière qu'à la médiation, posé, contenu, mais la confiance était différente maintenant. Pas disparue, mais tempérée, mesurée. Il savait, pas tout, mais assez pour comprendre que l'issue n'était plus certaine. Sophie était là aussi, assise quelques rangs derrière lui, sa posture rigide, son expression soigneusement neutre. Un instant, nos regards se sont croisés. Il n'y avait pas d'excuse là-dedans, pas de reconnaissance, juste de la distance. J'ai détourné le regard la première, non par faiblesse, mais parce qu'il n'y avait plus rien à voir. Les débats étaient contrôlés, structurés. Chaque point soulevé était étayé, chaque affirmation répondue. Lorsque Maître Lévin a présenté la chronologie financière, il n'y a eu aucune résistance, seulement des tentatives d'explication qui semblaient de plus en plus insuffisantes. Ajustements de routine, malentendus, erreurs administratives, des mots qui auraient pu fonctionner isolément, mais pas face à un schéma. Et puis le moment est venu. Pas dramatique, pas bruyant, juste précis. Maître Lévin m'a jeté un regard, une question silencieuse. J'ai fait le plus petit des hochements de tête. Il a présenté l'enregistrement. Pas de mise en scène, pas de théâtralité, juste un fichier et la vérité qu'il contenait. La salle n'a pas réagi comme les gens l'imaginent. Il n'y a pas eu de halètement, pas d'éclat soudain, juste le silence. Un silence concentré, attentif, alors que les voix emplissaient l'espace, claires et sans équivoque. Elle ne sait rien. Déplace tout avant qu'elle ne s'en rende compte. Moins traçable. Chaque phrase exactement là où elle devait être. Non exagérée, non interprétée, simplement entendue. Je ne l'ai pas regardée pendant la lecture. Je n'en avais pas besoin. Le changement dans la salle suffisait. Le raidissement subtil de la posture, la façon dont son avocat s'est penché, chuchotant quelque chose de bas et d'urgent, l'absence d'interruption parce qu'il n'y avait rien à interrompre. Quand ce fut terminé, le silence est revenu. Mais ce n'était pas le même silence qu'auparavant. Celui-ci avait du poids. La réponse du juge fut mesurée, prudente, comme il se doit, mais la direction était claire, examen plus approfondi, réévaluation, ajustement de la division des biens proposés, pas une punition, pas un spectacle, mais une correction. Au final, il n'y a pas eu de victoire spectaculaire, pas de moment où tout a basculé en ma faveur d'un seul coup. Au lieu de cela, il y a eu l'équilibre. Les actifs ont été réévalués, les divergences corrigées. Ce qui avait été discrètement déplacé a été ramené à la lumière, et le résultat en a tenu compte. Juste, ni plus, ni moins. Quand ce fut terminé, les gens ont rassemblé leurs affaires de la même manière silencieuse qu'ils le font toujours, la salle retrouvant son état neutre comme si rien d'important ne s'était produit. Mais quelque chose s'était produit, non pas dans le sens où les gens parlent de vengeance, mais dans la manière dont les choses sont remises en ordre. Dehors, la journée était claire, fraîche, simple. Je suis resté un moment sur les marches, laissant l'air m'envelopper. Maître Lévin m'a rejointe peu après. C'est terminé, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Il m'a étudié une seconde, comme s'il attendait quelque chose de plus, du soulagement peut-être, ou de la satisfaction. Mais ce que je ressentais n'était ni l'un ni l'autre. C'était quelque chose de plus simple. L'achèvement. Il a fait un petit signe de tête. Vous avez bien géré ça. Je l'ai géré correctement, ai-je dit. C'était plus important. Il est parti quelques minutes plus tard.
Son travail était terminé. Et je suis restée, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais marquer le moment, non pas la fin du mariage, cela s'était produit plus tôt, mais la fin de quelque chose d'autre. L'hypothèse que je devais accepter ce qu'on me donnait. J'ai descendu les marches lentement. Mes pensées calmes, mon esprit clair. Je ne pensais ni à lui ni à Sophie, pas avec colère, pas avec regret, juste avec distance. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. Les gens pensent souvent que la vengeance consiste à reprendre quelque chose. À équilibrer la balance par la force, la révélation ou la conséquence, mais ce n'est pas ça. Pas vraiment. La vengeance, quand elle est bien menée, consiste à refuser de porter ce qui n'a jamais été à vous au départ. J'ai atteint ma voiture et je me suis arrêtée, ma main posée légèrement contre la portière. Un instant, j'ai regardé mon reflet dans la vitre, sans rien chercher, juste en observant. J'avais la même apparence, mais je n'étais plus la même. Il avait dit qu'il avait eu tort de m'épouser. Et peut-être, à sa manière, avait-il raison. Car la version de moi qu'il pensait comprendre, celle qui ferait confiance sans poser de questions, qui accepterait sans chercher plus loin, cette version n'existait plus. J'ai ouvert la portière et je suis montée, le bourdonnement silencieux du moteur remplissant l'espace alors que je démarrais. La route devant moi était dégagée. Pas facile, mais dégagée. Il pensait qu'il me prenait tout, mais tout ce qu'il a vraiment fait, c'est me montrer exactement ce que je n'avais plus à protéger.